Bonjour, bienvenue pour cette 5e matinale de l'Académie du savoir-faire consacrée au verre. Le thème de cette matinale est « Voir plus loin, observer », soit explorer l'usage du verre dans l'optique et dans le domaine scientifique. Nous allons parler de la fabrication des lentilles pour l'observation astronomique par Sébastien de Rossi, enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay, Institut d'optique Graduate School. Cette conférence sera suivie par une conférence sur l'usage historique du verre dans la fabrication des outils scientifiques. Le verre dans la science à travers les instruments scientifiques avec Paolo Breni, chercheur au CNR, le CNRS italien à Florence. Paolo Breni est détaché du musée Galileo de Florence. Je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence et la prochaine matinale le 29 mai 2021, en espérant que celle-ci soit en présentiel, avec le regard d'artistes verriers et d'un designer sur le verre et leurs pratiques. Bonjour, je m'appelle Sébastien de Rossi, je suis enseignant-chercheur à l'Institut d'optique et au laboratoire Charles-Fabry, et je vais vous faire une conférence sur la formation des images et vous montrer en quoi le verre est un matériau adapté à cette physique et cette optique de l'image et de la construction des images qui sont utilisées par des photographes, par tout un chacun avec un smartphone ou par un satellite ou un télescope très compliqué développé par la NASA par exemple. Donc pour introduire cette conférence, je vous propose deux images qui sont assez complémentaires et qui vont permettre un petit peu de vous montrer que le verre est un matériau qu'on peut retrouver dans un système optique très simple, comme un appareil photo, ou dans un système optique très compliqué, comme un télescope développé par la NASA. Donc l'image de gauche, c'est un simple champ de pâquerettes. Donc en fait, cette image-là, elle évoque l'apparition par exemple du printemps et de la complexité de la vie qu'il y a sur Terre. Et à contrario, l'image de droite est une image un petit peu plus compliquée à expliquer. C'est une image qui a été prise par le télescope Hubble, qui a été envoyé par la NASA en 1995, et qui a regardé une petite portion de l'espace pendant plusieurs jours. Donc cette petite portion de l'espace représente, en gros, vous mettez votre doigt, vous regardez la voûte céleste, et ça correspond à peu près à la portion de la voûte céleste que vous regardez. Et chaque petit point lumineux sur cette image-là n'est pas une étoile. Contrairement à lorsque vous regardez la voûte céleste par une belle nuit étoilée, chaque point lumineux que votre œil perçoit est une étoile. Là, chaque petit point lumineux n'est pas une étoile, mais une galaxie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les galaxies, c'est plusieurs milliards de milliards de milliards d'étoiles. Donc chaque petit point lumineux, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui a été prise par ce satellite qui a été envoyé dans l'espace. Alors cette image-là connote un petit peu la complexité, la grandeur de l'univers qui nous entoure, alors que l'image de gauche, c'est plutôt la complexité de la vie et la naissance ou via la fleur de pâquerette qu'on voit ici. Donc c'est quoi la différence entre ces deux images-là ? Ces images ont été prises par deux systèmes optiques différents. Les deux systèmes optiques différents, c'est dans le cas des pâquerettes, un simple appareil photo. Alors ça pourrait être uniquement par exemple votre œil, c'est exactement le même principe. Et donc là, le verre joue son rôle, bien évidemment, puisqu'il est constitutif des lentilles qui sont à l'intérieur de l'objectif et qui va fabriquer cette image-là, qui va être ensuite projetée, soit sur un capteur, soit sur une pellicule. Alors que l'image du champ profond de l'espace prise par le satellite Hubble est également le même principe de fabrication de l'image, à savoir qu'il y a un énorme système optique, là qui est constitué à base de miroirs, et qui va projeter l'image sur un capteur. Et donc le principe est exactement le même. Il y a un système qui coûte quelques centaines d'euros et un système qui coûte quelques millions, voire centaines de millions d'euros, si on tient compte du prix du lancement. Mais le principe est exactement le même. Vous avez un système optique, aussi complexe soit-il, qui va construire une image sur un détecteur qui va ensuite être exploité pour pouvoir la visualiser. Et dans tous les deux cas, que ce soit l'appareil photo ou le télescope, le verre entre en jeu. Et l'idée de cette conférence-là, c'est de vous montrer en quoi le verre peut apporter et a apporté la physique et les grands principes pour pouvoir faire et fabriquer des images et les voir sur un écran d'ordinateur ou projeter sur un papier. Alors, ces histoires d'images, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un principe qui est inhérent à l'homme,
Ça existe depuis très longtemps et la nature a mis en place un système de fabrication des images qu'on connaît pour l'homme qui est l'œil, il y a déjà très très longtemps. Et donc en fait les paléontologues ont extrait des fossiles d'yeux et à partir de couches sédimentées datant du Cambrien, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années. Donc il y a 500 millions d'années, il y a une explosion qu'on appelle l'explosion cambrienne, une explosion de vie, où il y a eu commencé à avoir du développement des premières cellules sensibles à la lumière et de la formation des pré-œils permettant de fabriquer des images. Et tout ça s'est développé sur 500 millions d'années. Pour preuve, il a été montré par les généticiens qu'il existe un gène très particulier qui est commun à toutes les espèces animales qui possèdent des yeux, ce qui prouve que le développement de la vision biologique est quelque chose de très ancien. Donc pendant 500 millions d'années, la nature a développé ce savoir-faire biologique et a développé des yeux plus ou moins performants. L'œil humain en est un exemple fondateur sur la capacité à faire des images de très bonne qualité. Alors bien évidemment, c'est couplé à un traitement derrière qui est le cerveau. Donc pendant 500 millions d'années, il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue de la fabrication artificielle d'images. Et donc les historiens ont mis à jour une lentille en quartz à Nimroud, en Irak, qui a été datée de 700 avant Jésus-Christ, qui semble être la première optique, lentille, fabriquée par l'homme. Alors il y a encore un débat qui n'est pas tranché sur le fait que est-ce que ça a été utilisé pour faire ou pas des images, ou est-ce simplement une ornementation. Donc mon point de vue d'opticien, c'est que la surface n'est pas parfaitement polie, elle n'est pas parfaitement transparente, et donc il est fort possible que ce soit plus une ornementation qu'un système optique, un peu comme une loupe qu'on connaît bien. Donc à partir de là, il y a eu un développement instrumental, il y a eu l'invention de la fabrication des verres, du polissage, et qui a donné lieu à différentes réalisations au cours de l'histoire. Donc je ne vais pas m'étaler sur ces aspects historiques, je vais plutôt me concentrer ensuite sur la physique pour vous expliquer en quoi et comment se forment les images à travers un système optique, et en particulier l'usage du verre. Et je voulais juste vous montrer deux exemples d'instruments qui ont été portés au firmament de la science, en particulier par Galilée, qui a permis de découvrir les satellites de Jupiter. Donc c'est la lunette, c'est l'image de gauche. Donc une lunette astronomique est constituée en fait de deux lentilles, un objectif qui forme une image, et ensuite cette image est reprise par une deuxième lentille qu'on appelle un oculaire, qui permet à l'œil de pouvoir voir l'image formée par l'objectif. Et l'image de droite, c'est le télescope de Newton qui a été développé autour de 1674. Et donc là, ce n'est pas des lentilles, c'est plutôt des miroirs, un peu à l'image de l'objectif photographique qui est des lentilles en verre, et du télescope Hubble qui était aussi un effet miroir. Donc là, ce télescope de Newton, ça a été ensuite le démarrage de toute l'astronomie observationnelle et de la lunette de Galilée, de toute l'observation astronomique qui a permis toutes les découvertes qu'on connaît. Et ensuite, il y a eu des développements plus importants du point de vue des systèmes optiques, de la qualité des images fournies, et idem que ce soit pour les télescopes. Alors le problème de ces instruments-là, ce sont des instruments qu'on appelle visuels, c'est-à-dire que l'image est fournie pour que l'œil puisse la voir, mais il n'y a pas d'enregistrement de l'image, au même titre qu'un appareil photo va enregistrer l'image grâce à une surface sensible. Et la première image enregistrée, en tout cas historiquement su, c'est la première photographie fixée dans un bitume dit appelé bitume de Judée par Nicéphore Niépce en 1827. Et donc il a énormément travaillé sur la chimie qui permettait de transformer l'image. L'image, on verra ensuite ensemble ce que c'est. Transformer cette image qui est faite à base de lumière et de la fixer, de l'enregistrer sur un support qui permet ensuite de la voir a posteriori après la prise d'image. Donc ça, 1827, nous sommes en 2021, depuis il y a eu des progrès considérables sur la technologie. Maintenant on parle de matrice CCD, de matrice CMOS,
constitués de pixels qui vont enregistrer et transformer le flux lumineux en un flux électrique qui va ensuite être enregistré sur des mémoires pour pouvoir observer nos images sur des écrans d'ordinateur par exemple. Et donc tout ce saut-là a permis le développement de l'imagerie, que ce soit en photographie, en cinéma, en vidéo, pour la science observationnelle, et j'en passe. Donc, nous en venons au principe de la formation des images. Donc ça va être l'objet de cette grosse partie où je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique des images. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être comment le verre est mis en forme pour pouvoir obtenir les images qu'on acquiert avec le système optique. Alors pour bien comprendre tout ça, il faut revenir à la nature de ce qu'est une image et du support de l'image. Et donc l'image, en fait, est tout simplement fabriquée grâce à la lumière qui nous environne. Et donc la lumière, les physiciens ont développé des approches théoriques pour essayer de comprendre ce que c'était. Et la première approche qui est la plus intuitive et celle qui touche notre commun, c'est la notion de rayon lumineux. Donc la photographie ici que je vous montre, où on voit la lumière du soleil qui passe à travers un couvert forestier, où on dessine par ombroscopie, on va dire, des rayons qui se déplacent en ligne droite. Et donc c'est comme ça que les physiciens ont commencé à décrire la propagation de la lumière et ensuite comment elle se comportait lorsqu'elle arrivait dans un milieu comme le verre par exemple. Alors cette description, qui est une description purement géométrique, suffit généralement à expliquer certains phénomènes physiques liés à la formation des images, mais ce n'est pas suffisant. Et donc il est nécessaire d'aller au-delà, et en particulier il y a des expériences qui ont montré que la lumière n'était pas simplement un simple particule qui se déplaçait en ligne droite, il a fallu adjoindre une nouvelle composante qui était ce qu'on appelle le régime ondulatoire de la lumière, et la lumière a été décrite comme une onde. Et donc en fait, l'histoire de la physique a basculé entre la lumière est une particule qui se déplace en ligne droite, la lumière est une onde, la lumière est devenue une particule. Bon, maintenant ensuite, depuis 100 ans, il y a la physique quantique qui est arrivée, et tout ça est plus ou moins mélangé entre lumière, entre particules et ondes. Donc le deuxième aspect de la lumière, c'est son caractère ondulatoire. Alors c'est quoi une onde? Donc pour essayer de visualiser ce qu'est une onde, alors une onde lumineuse c'est difficile, on va le voir pourquoi. Donc pour se visualiser une onde, le plus simple c'est de s'imaginer de jeter un petit caillou dans l'eau et de voir une petite onde sphérique qui va se propager à partir du point source dans lequel le caillou a touché l'eau. Et donc cette onde a un caractère périodique, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se répète dans l'espace, c'est les petites vaguelettes qu'on voit sur l'image ici. Et la caractéristique principale géométrique, j'ai envie de dire, de l'onde, c'est la distance entre deux crêtes ou deux creux. Et cette distance-là, ça s'appelle une période, la période de l'onde. Et dans le cadre de l'optique dit ondulatoire, cette période-là a un terme qui s'appelle la longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, ça va être un paramètre très important lorsqu'on décide de faire des images, puisque la fabrication, on va le voir ensemble après, la fabrication des surfaces optiques pour pouvoir engendrer des images devra avoir une qualité qui sera en regard de la longueur d'onde qu'on va utiliser. Donc voilà, il faut retenir que la lumière, c'est une particule qui se déplace essentiellement en ligne droite, mais que c'est aussi une petite onde, au même titre qu'une onde à la surface de l'eau, ou au même titre qu'une onde sismique. Voilà. Donc le caractère ondulatoire de la lumière, et c'est comme ça que les physiciens ont pensé à associer à la lumière ce caractère d'onde, c'est en particulier le phénomène d'interférence. Le phénomène d'interférence est un phénomène ondulatoire et c'est la capacité à deux ondes, lorsqu'on les superpose, à être une onde plus grande. Imaginez deux vagues qu'on additionne, ça va donner une grande vague. Mais s'il y a une vague qui est en opposition par rapport à la deuxième vague, possiblement il va y avoir une annulation. Donc vous pouvez, en additionnant deux ondes, annuler l'onde résultante par addition des amplitudes des ondes. Et donc c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on regarde une bulle de savon. La lumière va se réfléchir sur la première interface de la bulle et il va pénétrer dans la bulle et va se réfléchir sur la deuxième interface de la bulle. Et l'addition de ces deux ondes réfléchies peuvent se faire destructivement ou constructivement, et c'est ce qui va donner ces couleurs irisées
sur les bulles de savon. Et donc ça connote vraiment le caractère ondulatoire de la lumière. Au même titre que peut-être que d'expérience, vous avez déjà vu par terre des petites taches d'huile. Il y a des irisations sur des taches d'huile moteur qu'on voit sur la route. Ben, c'est exactement ce phénomène-là, ce phénomène d'interférence entre les différentes réflexions qu'il y a sur la couche d'huile à la surface du sol. Donc la lumière est une onde et se propage en ligne droite suivant une direction privilégiée qu'on appelle le rayon lumineux. Donc en fait, la lumière est une onde, mais c'est quelque chose de plus global. On a tendance à associer au terme lumière la partie qui est visible par l'œil humain. Donc ça s'appelle le spectre visible. Et pour donner l'ordre de grandeur, la période de la petite onde, lorsqu'on revient sur l'image précédente, encore précédente de l'onde, lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, ben les périodes sont typiquement de quelques centimètres, ou une vague dans la mer, c'est quelques mètres. Ben, il faut s'imaginer que l'onde lumineuse, c'est en revanche des longueurs caractéristiques beaucoup plus faibles. Et donc le spectre lumineux, le spectre visible, qui va du rouge en passant par le vert, le jaune, l'orange, jusqu'au bleu, c'est le spectre qui est la partie de la lumière qui est sensible par l'œil humain. Ben, la longueur d'onde va de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Alors il faut que je rappelle ce que c'est un nanomètre. Un nanomètre, c'est un micromètre coupé en 1000. Et un micromètre, c'est quoi? C'est 1 millimètre, lui aussi coupé en 1000. Donc en fait, un nanomètre, c'est 1 millimètre coupé en 1 million. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur d'onde, la petite onde lumineuse, a une période spatiale qui est vraiment très très courte. Et donc cette onde-là, c'est quoi? Lorsqu'on jette le caillou dans l'eau, ben, c'est une onde d'eau, une onde de matière. Ben, en fait, l'onde lumineuse, en fait, c'est un champ, on appelle ça un champ électrique et un champ magnétique. Le terme employé est le champ électromagnétique. Et donc c'est un petit champ électrique qui va osciller dans le vide et qui peut se propager dans le vide. Et donc au-delà du bleu, ben, il y a d'autres ondes que l'œil n'est pas sensible, l'œil humain, c'est l'ultraviolet. Encore au-delà, il y a les rayons X, encore au-delà, il y a les rayons gamma. De l'autre côté du spectre visible, au-delà du rouge, il y a ce qu'on appelle l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio. L'ensemble de ces ondes-là, du spectre électromagnétique, est quelque chose qui est de la lumière, au même titre que la lumière visible par l'œil humain. Voilà, donc l'aspect important qu'il faut retenir, c'est que la lumière est une onde, et on va utiliser cet aspect-là pour ensuite développer la problématique de la formation des images dans le verre. Alors, pour faire des images, on va manipuler la lumière. Et pour manipuler la lumière, on va la faire passer à travers des milieux. Et donc la première caractéristique qui est connue depuis que le verre est fabriqué par les hommes, c'est la notion de transparence. Le verre est transparent. Donc là, je vais m'attarder un petit peu pour vous expliquer en quoi et comment on obtient la transparence du verre et qu'est-ce qui explique physiquement cette transparence et qui est utilisé bien évidemment dans la fabrication des lentilles, dans les objectifs, par exemple, d'appareils photo. Alors pour expliquer la transparence, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir aller dans un régime de physique qui s'appelle la physique quantique et qui est un petit peu plus compliqué à expliquer que simplement jeter un caillou dans l'eau. Donc le principe est le suivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la lumière arrive sur un morceau de verre, elle va rencontrer quoi? Elle va rencontrer le verre. Et le verre est constitué essentiellement d'atomes. Et les atomes, qu'est-ce que c'est? Les atomes, ce sont des noyaux de neutrons, des protons, dans lesquels, alors on a tendance à dire, gravitent autour des électrons. Donc vous vous imaginez que l'atome, c'est quoi? C'est une petite bille, son noyau, et autour, il y a un nuage dit électronique, où on ne sait pas très bien où est l'électron. On a tendance à faire des représentations où l'électron gravite comme pourrait graviter une planète autour du Soleil, mais ceci est une fausse représentation. L'électron a une position floue autour de son noyau atomique. Cet électron-là, autour du noyau, est conditionné, on va dire, par le fait qu'il ne peut pas entrer en contact avec le noyau. Il y a des forces particulières dont je ne vais pas expliquer, mais le fait que l'électron ne s'écrase pas sur le noyau. Sinon, il n'y aurait pas de vie sur Terre, il n'y aurait pas de matière. Mais l'électron, en revanche, est lié à cet atome. Et donc, le fait qu'il soit
emprisonné, on va dire, dans une sorte de cage autour du noyau, le met dans une sorte de boîte. Et le fait qu'il soit dans une boîte, c'est exactement la même chose que lorsque vous avez une corde de guitare qui est pincée de part et d'autre du manche, il va y avoir des modes de vibration. Et l'électron, en fait, emprisonné dans sa boîte, va avoir certains modes de vibration. Il faut le voir comme ça. Et en fait, ces modes de vibration, vous imaginez une petite onde, comme une onde de guitare sur une corde de guitare, ben cette onde-là va avoir des énergies particulières. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'électron autour d'un atome va avoir des énergies discrètes. Et cette discrétisation de l'énergie, c'est ce qu'on appelle la quantification de l'énergie, d'où le terme de physique quantique. Donc ça, c'est dans le cas où un électron est piégé autour d'un atome. Le milieu, comme le verre, en fait, c'est une assemblée de milliards et de milliards d'atomes. Et lorsque vous mettez tous ces atomes ensemble, tous les électrons vont être plus ou moins un petit peu partagés, et ils vont avoir tous ensemble des niveaux d'énergie bien distincts. Donc sur l'image que je vous ai représentée ici, en particulier sur la partie de gauche, je vous ai représenté un axe où on représente l'énergie des électrons. Et cette énergie est quantifiée. Donc il y a deux blocs. Il y a un bloc en bas, on pourrait appeler ça l'énergie fondamentale, et il y a un deuxième bloc en haut qui serait l'énergie acquise par des électrons si on lui a apporté suffisamment d'énergie pour qu'il soit excité. Donc dans le cas d'un solide, en fait, cette énergie-là est localisée autour de ce qu'on appelle une bande. Un matériau est isolant ou pas, ou conducteur, pardon, c'est le fait que les électrons sur le niveau fondamental vont pouvoir se bouger. Et donc, le phénomène de transparence, en fait, est lié à cette nature de quantification des niveaux d'énergie dans les atomes. Pour que la lumière puisse être absorbée par la matière, il faut que les électrons qui sont présents dans la couche du bas puissent passer dans la couche du haut. Je ne vous l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais lorsque la lumière est une onde, arrivée, elle porte en elle une énergie. Et cette énergie, elle est d'autant plus importante que la longueur d'onde est courte. Donc je ne vais pas vous donner les ordres de grandeur, mais un rayonnement X, qui est une longueur d'onde très courte, est bien plus énergétique qu'un rayonnement infrarouge où la longueur d'onde est grande. Voilà. Dans le verre, en particulier, le verre qui est un oxyde de silicium, en gros, la séparation des niveaux est suffisamment grande pour que la lumière visible ne puisse pas permettre aux électrons de passer d'une bande à une autre. Donc lorsque la lumière visible arrive dans le verre, son énergie intrinsèque, liée à sa longueur d'onde entre 400 et 800 nanomètres pour le spectre visible, n'est pas suffisante pour réussir à basculer les électrons dans la bande supérieure. Et donc, que va faire la lumière ? Elle ne va pas exciter les atomes, et donc les atomes ne vont pas absorber cette lumière-là. La lumière va pouvoir se propager à l'intérieur de la matière sans être absorbée, et donc c'est pour ça que le verre est transparent. Alors vous allez me dire qu'il existe des verres qui sont colorés, qui ne sont pas transparents. En fait, la coloration d'un verre, donc c'est l'image d'après, la coloration d'un verre vient par le fait qu'on vient ajouter dans la matrice vitreuse des atomes, qui ne sont pas des atomes de verre, mais des oxydes ou des métaux, qui vont permettre de rajouter dans le spectre en énergie que je vous ai montré juste avant, des petits niveaux d'énergie où là, la lumière visible va pouvoir apporter son énergie et être absorbée par les électrons de cet atome qu'on a rajouté. Donc c'est pour ça qu'il existe, suivant qu'on va rajouter tel ou tel atome dans une matrice vitreuse, le verre va paraître vert, ou va paraître bleu, ou va paraître rouge. Donc là, c'est une illustration ici que je vous montre d'un vitrail de l'église de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, où en fait l'artiste a mélangé différents verres colorés pour pouvoir construire son vitrail. Donc voilà, donc la première propriété pour pouvoir faire des images avec du verre, c'est le fait que le verre soit transparent. Et donc cette propriété, en fait, on connaît la transparence du verre depuis 3000 ans, mais la physique pour expliquer la transparence du verre est la physique quantique, qui elle est connue que depuis environ 100 ans. Donc maintenant, je vais passer à l'étape où je vais chercher à vous expliquer comment est-ce qu'on fabrique une image
avec du verre. Donc maintenant, on sait que le verre est transparent, donc la lumière va pouvoir se propager dedans sans trop de pertes. Donc le principe est le suivant, c'est que je vais schématiser une simple interaction entre une petite source de lumière, donc c'est la petite étoile rouge là sûrement transparent. Cette petite source de lumière, vous imaginez que c'est quoi? C'est un atome qui émet sa lumière, ou une petite LED, ou une petite source lumineuse quelconque, comme une bougie, suffisamment petite. Donc je vous ai expliqué que la lumière était une onde, donc vous imaginez que de cette source de lumière, au même titre que le petit caillou que jette dans l'eau, il va y avoir une onde sphérique qui va se propager à partir du point de la source lumineuse. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ma petite onde ici qui va se propager dans l'espace sans perte. Donc là j'ai mis de l'air, donc j'ai aussi tracé le rayon rouge qui est équivalent, l'approche on va dire géométrique de la description de la lumière. Donc le rayon rouge c'est l'approche géométrique, ce serait le rayon de lumière, et les rayons noirs ici, c'est l'onde sphérique divergente qui part de la source lumière. Et elle va arriver sur un morceau de verre. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le fait qu'il soit transparent, je vous ai expliqué que l'onde lumineuse, le rayon lumineux, la lumière, va traverser l'interface qui constitue la séparation entre l'air et le verre. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que même si c'est transparent, si ce n'est pas absorbé, le champ électrique de l'onde lumineuse va quand même interagir avec les électrons dans la matière. Donc vous imaginez que la vague lumineuse va rentrer dans la matière, même si elle n'est pas absorbée, elle va quand même un petit peu, entre guillemets, secouer les électrons. Et l'électron va être secoué au même rythme que l'ondulation lumineuse qui va pénétrer dans la matière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en physique, c'est toute particule qu'on secoue, qu'on accélère, va se mettre à rayonner. Et donc il va y avoir une sorte de mélange entre l'onde qui va passer à travers dans le verre et une autre onde lumineuse qui va être émise par les électrons qui sont accélérés dans la matière. Et tout ça va se mélanger, va interférer. Et ça va donner naissance à une onde à l'intérieur de la matière dont les propriétés vont un petit peu changer de l'onde qui est incidente à l'interface entre l'air et le verre. Et donc ce changement d'onde, donc on ne change pas la nature de la lumière, si c'est du rouge, ça va rester du rouge, mais ça va changer quelque chose, ça va changer la direction de l'onde lumineuse. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsque l'onde va arriver dans la matière, elle va, comme dirait, on dit, ralentir à l'intérieur. La vitesse de la lumière à l'intérieur de la matière sera plus courte. Dans le cas du verre, lorsqu'on s'intéresse à de la lumière visible. Et donc le fait qu'elle soit plus courte va, entre guillemets, distordre ou changer le point de vue, on va dire, de l'onde sphérique qui était émise par la source de lumière. Et donc ça va infléchir le rayon lumineux. Donc c'est ce qu'on voit sur mon dessin. Le rayon rouge qui est avant l'interface à une certaine direction, lorsqu'il rentre à l'intérieur du verre, sa direction change, s'éloigne de la direction privilégiée qui est représentée par le petit trait pointillé. Ce phénomène physique s'appelle la réfraction lumineuse et elle a lieu systématiquement lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre. Entre l'air et le verre, entre l'air et l'eau, entre le verre et un autre type de verre, il y aura toujours cette réfraction lumineuse. Eh bien, la fabrication des images va utiliser ce principe-là de réfraction lumineuse pour pouvoir fabriquer notre image. La question qu'il faut se poser, c'est ce qu'est une image. Alors une image, lorsque je vous ai montré le champ de pâquerettes ou le champ profond pris par le satellite Hubble, en fait c'est une reproduction fidèle, plus ou moins, d'un objet. Je suis un objet, l'image formée par l'objectif qui est devant moi permet d'enregistrer un équivalent de moi, l'image de moi, sur le capteur CCD de l'appareil photo ou de l'appareil vidéo qui fait la capture d'image, de manière plus ou moins fidèle. Ce que vous voyez de moi, c'est une représentation assez fidèle de ce que je suis en réalité. C'est ça faire une bonne image, c'est essayer de faire une reproduction le plus fidèle possible d'un objet. Donc lorsqu'on regarde mon schéma ici principal, j'aimerais faire en sorte que mon point source qui émet la lumière
je puisse le renvoyer un petit peu plus loin, reconstruire ce point source à partir de mon point source objet. J'aimerais construire un point source image. Dans le cas ici où mon onde qui diverge, ben on sent bien que à travers l'interface R vert qui est une interface plane, l'onde diverge encore. Et donc il n'y a pas possibilité ici dans ce cas-là de refaire en sorte reconverger les rayons. Et donc c'est ça qu'on aimerait, c'est faire reconverger les rayons, faire en sorte que le rayon rouge qui passe l'interface se rebascule pour aller engendrer une image de ma source. Alors en fait, il y a une image, mais elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accessible par un écran, par un capteur, par une pellicule, donc on ne peut pas la capter. Il faut un autre système optique pour la voir. Je reviendrai un petit peu après, je vais pas m'étaler. Donc comment est-ce qu'on va fabriquer cette image-là? Ben, ce n'est pas avec un miroir, ce n'est pas avec une interface plane, pardon. Il va falloir courber cette interface-là. Et on sent bien que si on courbe l'interface entre l'air et le vert, ben, le rayon rouge qui passe à travers le vert va se défléchir de manière un peu plus, si bien qu'on va réussir à courber l'onde qui passe à travers le vert. Et c'est comme ça qu'on va fabriquer des images. Alors juste l'illustration de la réfraction, de ce que ça engendre, ben là c'est l'image de gauche, j'ai l'image d'un ours polaire dans une piscine, on s'est pris dans un zoo. Alors il y a une vitre entre l'ours et l'observateur. Et donc la réfraction qui dévie les rayons lumineux au même titre que ce schéma-là le montre, il y a déviation des rayons lumineux, permet d'expliquer que là l'ours polaire ici est décapité. Et en fait, bien évidemment, il n'est pas décapité, c'est simplement une illusion d'optique liée à la réfraction. L'arc-en-ciel est aussi un phénomène lié à la réfraction. Lorsque la lumière arrive dans une goutte d'eau, elle est déviée dans la goutte d'eau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la déviation dépend de la couleur. Et donc le vert, le rouge ne va pas être dévié pareil, ça s'appelle une réfraction chromatique, et donc c'est ce qui va donner ces couleurs de l'arc-en-ciel. Alors après, les problématiques de pourquoi c'est un arc, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je reviens sur l'histoire de ma formation des images à travers mon interface. Donc je vous ai dit que pour pouvoir faire en sorte de fabriquer mon point source, en fabriquer un point image, il va falloir que je courbe l'interface. Donc ce que je vais faire ici, donc dans cette image-là, j'ai courbé légèrement mon interface entre l'air et le vert, et j'ai réussi à compenser l'onde émergente, la sphéricité de l'onde émergente. Donc c'est un cas particulier où l'onde qui émerge à travers l'interface devient une onde plane. Donc le rayon qui est associé devient parallèle à mon écran. Et donc là, on n'a toujours pas d'image. Alors en fait, il y en a une image, mais elle est très très loin. Elle est à l'infini. Et donc si je veux ramener mon image de l'objet, de mon petit point source, à une distance qui est une distance finie, comme par exemple le fait cet objectif photo où il va faire l'image de moi qui est à quelques mètres de l'appareil, il va projeter son image sur le capteur qui est à quelques centimètres derrière l'objectif en vert. Et donc il faut encore courber un peu plus l'interface entre l'air et le vert. Et dans ce cas-là, on va engendrer, à partir d'une source ponctuelle qui émet une onde divergente, on va engendrer par la courbure de l'interface entre l'air et le vert, on va engendrer une onde sphérique convergente où les rayons vont tous converger et on va donner naissance à l'image de mon petit point source ici. Et c'est comme ça qu'on arrive à fabriquer des images. C'est grâce à la courbure de l'interface entre l'air et le vert, ou entre l'air ou n'importe quel matériau, tant qu'il est transparent. Donc si je regarde du point de vue géométrique, là, sur l'image d'avant, il n'y avait qu'un rayon, j'avais dessiné l'onde divergente et l'onde convergente. La description géométrique de la lumière adjoint à toutes les ondes une infinité de petits rayons. Donc en fait, ma petite source ponctuelle, c'est comme si j'avais une infinité de rayons qui partaient dans toutes les directions. C'est ce que je veux représenter ici. Et l'ensemble de ces rayons qui arrivent sur l'interface vont venir converger en un point. Et donc la description en termes de rayons, qui sont les rayons rouges sur mon transparent ici, ou l'onde, qui sont les courbes noires associées à ces rayons-là, cette description, qu'elle soit ondulatoire ou géométrique, donne la même chose. L'idée, c'est soit on veut que l'onde soit convergente, soit que les rayons convergent tous en un même point, si bien qu'on a fabriqué l'image d'un point est un point. Et donc, comme ça, on dessine tout doucement l'image de notre objet.
Donc j'enlève ici l'onde parce que pour éviter de surcharger l'image. Alors bien évidemment, là sur l'exemple que j'ai pris où je sépare mon monde entre d'un côté l'air, de l'autre côté le verre, c'est quelque chose qui n'est pas pratique. Là j'ai une image dans le verre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une deuxième interface. Donc ça, une interface comme ça s'appelle un dioptre sphérique. On va y adjoindre un deuxième dioptre sphérique et donc on va encapsuler, on va dire, le verre entre deux interfaces air-verre. Et donc, il y a naissance ici d'une lentille qui est l'adjonction de ces deux interfaces ici sphériques. Et c'est comme ça qu'on peut aussi également, bien évidemment, fabriquer une image. Le principe est exactement le même lorsqu'on arrive sur la deuxième interface. La première, c'était les rayons passent de l'air dans le verre. La deuxième interface, pour les mêmes raisons, il va y avoir un effet de convergence accentué entre le verre et l'air. Et on va avoir le même phénomène où les rayons lumineux vont tous se croiser au même endroit et donc on va fabriquer notre image. La petite différence, c'est que la position de l'image va changer entre la situation où je n'avais qu'une interface ou la situation où j'ai deux interfaces. Et donc la courbure en fait de ces deux interfaces va donner une propriété fondamentale des lentilles que les photographes connaissent bien, qui est ce qu'on appelle la distance focale, et qui est en fait un paramètre qui caractérise la capacité de la lentille à faire converger plus ou moins fortement la lumière. Donc voici l'exemple de la réfraction dans une lentille. Donc là, on a fait tout le cheminement de pensée pour expliquer ce qu'était l'image d'un point. On fait rarement l'image que d'un point, sauf par exemple si on regarde une étoile. Une étoile peut être considérée comme un point. Mais lorsque je photographie un champ de pâquerettes, mes pâquerettes, ce n'est pas un point, c'est une infinité de points. Et il faut bien évidemment, quand on fabrique l'image, garantir que l'ensemble des points de l'objet, on arrive fidèlement à les reproduire dans un plan de l'image. Donc la difficulté, bien évidemment, c'est de s'assurer que l'image de mon point ici, là dans le cas où j'illustre sur le fait que je cherche à faire l'image d'un arbre, il faut que l'image du bas de l'arbre donne un point qui va correspondre au bas de l'arbre dans l'image, et que l'ensemble des objets, des petits points que constitue cet objet, soit reproduit fidèlement dans le plan de l'image. Donc en fait, ça c'est un principe fondamental, le fait que tout objet peut être considéré comme une infinité de sources ponctuelles. Lorsque la lumière ici m'éclaire, la lumière va rebondir sur moi, on dit qu'elle diffuse. Je suis une infinité de petites sources ponctuelles, donc je peux appliquer ce que je viens d'expliquer ici sur le fait que ce point-là de l'objet, de ma partie ici, va émettre une onde sphérique qui va être reprise par l'objectif photo, qui va ensuite converger en un endroit sur le capteur pixelisé, et je vais faire l'image de ce point. Et ça doit marcher pour l'ensemble de mes objets, de l'ensemble de mes points objets qui constituent mon corps et de toute la scène. Donc ça c'est difficile. Là, j'ai bien évidemment schématisé à outrance la capacité de cette lentille-là à effectuer une image de qualité. Donc là, une illustration de ce que peut faire un objectif photo. Donc sur l'image de gauche, on voit un objectif photo qui est posé et on voit l'image d'une scène illuminée par le soleil qui se projette sur l'écran. Sur la photo de droite, on voit l'image virtuelle formée par une goutte d'eau posée sur une petite brindille. Et le principe est exactement le même. Dans un cas, la goutte d'eau est une simple goutte d'eau sphérique, donc la qualité de l'image sera beaucoup moins bonne que la qualité de l'objectif photo, qui est l'association de plusieurs lentilles et dont toute l'optimisation a été faite pour donner une image de qualité. Donc ce qu'il faut savoir et prendre conscience, c'est que la réalisation d'une image passe le plus souvent par l'association de plein de lentilles qui permettent d'obtenir une qualité d'image désirée, que le champ soit petit ou que le champ soit très grand, comme dans le cas d'un appareil photo, ou petit comme dans le cas par exemple d'un objectif de microscope pour observer des petits objets. Donc là maintenant je vais m'intéresser au cas où la lumière se réfléchit. Donc lorsque la lumière arrive sur l'interface, je vous ai expliqué que la lumière est passée à travers, était réfractée, mais il y a aussi un phénomène qui intervient, qui est que lorsque la lumière arrive sur l'interface, il y a une partie de la lumière qui réfléchit. Et c'est ce qui va être utilisé sur les systèmes optiques qui n'utilisent pas de lentilles, mais qui vont utiliser des miroirs, et c'est exactement le même principe. C'est juste la loi géométrique de réflexion de la lumière
n'est pas la même que la loi géométrique pour laquelle obéit le rayon qui passe à travers l'interface air vert qu'on appelle rayon réfracté. Et dans le cas d'un miroir plan, ici une interface plane, idem, l'onde sphérique divergente qui arrive va continuer à être divergente et donc on ne va pas former d'image, on va dire, réelle de l'objet. Et donc pour obtenir une image réelle d'un objet lorsqu'on utilise le pouvoir réflecteur d'une interface, il va falloir aussi courber cette interface-là pour pouvoir engendrer cette image réelle qui sera potentiellement captée par une surface photosensible. C'est le principe utilisé dans les télescopes, qu'ils soient au sol ou qu'ils soient dans l'espace. Donc juste l'illustration sur ces deux images-là. L'image de gauche, on voit l'image d'un petit jouet à travers un miroir plan. L'image de droite du petit jouet, c'est l'image à travers le miroir plan. Et cette image, au même titre que ce que je vous montre sur cette diapositive-là, l'image est virtuelle, c'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté. C'est exactement lorsque vous regardez dans le miroir d'une salle de bain, vous voyez vous de l'autre côté. Mais si vous mettez un écran derrière le miroir, vous ne capterez pas cette image-là. L'image est dite virtuelle. C'est votre œil qui rend cette image virtuelle réelle sur la rétine. Donc on ne peut pas faire des images, capter des images à l'aide d'un miroir plan. Et donc pour pouvoir engendrer cette image réelle, il va falloir courber. Et l'illustration de l'image de droite, où il y a l'image de mon doigt au-dessus d'un miroir sphérique courbe, et on voit l'image de ce doigt-là qui est réelle, qui est à peu près au même niveau, et cette image-là, si on mettait un écran, on la verrait. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie de la fabrication des images sur les miroirs, c'est déjà suffisamment complexe avec des lentilles. Donc maintenant, je vais attirer l'attention sur le fait que le verre est transparent. Si on courbe l'interface, qu'on fabrique des lentilles, on peut engendrer une image réelle. Donc maintenant, on va s'attarder sur la capacité, qu'est-ce qui rend l'usage du verre si important dans la fabrication des lentilles optiques. Donc là, c'est le cas parfait où j'aurai une source ponctuelle qui émet son onde et qui émet une onde convergente et qui va engendrer le point image. Et maintenant, imaginez que l'interface ici n'est pas parfaite et distordue. Ce qui va se passer, c'est que la distorsion de cette surface-là imparfaite va engendrer une distorsion du front lumineux, de l'onde lumineuse, ou, si on voulait regarder du point de vue géométrique, va engendrer une déviation un peu aléatoire des rayons qui passent cette interface imparfaite. Et donc l'image de mon point ne sera plus un point, mais sera une tache image, et ça va engendrer du flou. Et donc pour sentir les choses, il faut vous imaginer que pour que l'image d'un point soit un point, il faut absolument que les défauts de l'interface soient beaucoup plus petits que la longueur d'onde de la lumière qui est utilisée pour fabriquer cette image-là. Et donc ça, c'est important. Mettre en regard l'interface optique, de la surface optique, en regard de la longueur d'onde est fondamental si on veut pouvoir faire des bonnes images. Donc là, je remets ce petit graphique-là pour illustrer un peu les ordres de grandeur. Le diamètre d'une fibre optique, c'est 100 microns, c'est à peu près, on va dire, le diamètre d'un cheveu. Une bactérie, c'est de l'ordre de 10 microns. Je repositionne le fait que la longueur visible, le spectre visible, est compris entre 400 et 800 nanomètres, situé au milieu de ma figure. Un virus, le coronavirus, a une taille de l'ordre de 100 nanomètres. Le rayon de l'hélice de l'ADN, par exemple, a une taille de 1 nanomètre. Je viens de vous expliquer que le verre, l'interface, devait avoir des défauts dans la forme qui soient beaucoup plus petits que la longueur d'onde. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de fabriquer des surfaces optiques, puisqu'on cherche à faire des images, qui soient plus petites que 400 ou 800 nanomètres lorsqu'on est dans le spectre visible. Plus petit, c'est pas se mettre à 399, c'est se mettre à quelques dizaines de nanomètres. Ça veut dire qu'il va falloir être capable de fabriquer des surfaces dont la régularité ne dépasse pas quelques dizaines de nanomètres, c'est-à-dire qui est beaucoup plus petit que la taille d'un virus. Et c'est ce qui fait la particularité du verre, de sa capacité à être réalisé, à réaliser des interfaces qui soient aussi précises que ne pourrait être capable de faire si on utilisait des surfaces mécaniques, comme par exemple surfacer du métal. Donc en gros, lorsqu'on va fabriquer du verre,
des lentilles à base de verre, il va falloir s'attacher à optimiser, travailler sur la forme et travailler sur les défauts de cette forme-là. Ça s'appelle la finition. Donc là, l'image de gauche représente une image d'une lentille avec une certaine forme. Donc les formes peuvent être très compliquées à fabriquer. L'image de droite, en fait, on voit l'image d'une croix à travers un bloc de verre qui est bien poli et à travers un bloc de verre qui n'est pas bien poli. Et donc on voit qu'il y a ce côté un peu laiteux dans l'image qui est formée. Et donc, il va falloir s'assurer que le processus de fabrication assure ces défauts qui soient de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, voire moins, suivant les domaines d'application. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si vous aviez une lentille qui était grand comme ça, dit 100 mm, avec des défauts de forme de l'ordre de 10 nanomètres, et qu'on projetait ces défauts-là, sur un objet qui aurait la taille de la France, c'est-à-dire 1000 km, vous imaginez que 10 nanomètres de défaut sur une optique qui fait 10 cm de diamètre, si on faisait un équivalent sur la France, il faudrait qu'on ait une France plate et dont les variations de hauteur ne dépassent pas la hauteur d'une chaise. C'est pour vous donner l'ordre de grandeur en termes de qualité de surface qu'il est nécessaire d'atteindre en optique pour pouvoir faire des bonnes images. Donc voilà, on en arrive sur la partie où je vais vous montrer comment on fabrique et on atteint ces qualités de surface pour pouvoir faire des images optiques. Donc généralement, parce que dans un atelier ou dans une entreprise qui fabrique des lentilles, ils reçoivent le verre. Donc le verre, il a été coulé à base de sable, de silice, plus ou moins pur. Il faut bien évidemment éviter qu'à l'intérieur, il y ait des bulles au moment du refroidissement. Donc ce verre-là peut être découpé. Et donc il y a plusieurs étapes pour atteindre des surfaces qui soient des surfaces polies. Donc la première partie, c'est le découpage, donc c'est une mise en forme grossière. Ensuite, il y a une partie qu'on appelle l'ébauchage, où on va donner la forme du verre, donc que ce soit une forme sphérique, creuse, ou une forme sphérique concave ou convexe, ou même parfois des formes dites asphériques, qui ne sont pas des sphères, ou parfois simplement un simple plan. Et donc on va ébaucher, et on va utiliser le principe qui est connu depuis très longtemps, c'est semble-t-il inventé par Newton, qui consiste à utiliser les propriétés de rodage. Roder, c'est-à-dire qu'on va frotter le verre sur un milieu plus dur que lui, en y ajoutant un mélange d'eau et d'abrasifs, plus ou moins gros, qui vont venir arracher de la matière, et on va tout doucement comme ça surfacer la surface optique. Donc dans les processus au départ de fabrication du verre, l'ébauchage permet d'atteindre des défauts qui sont de l'ordre de quelques microns et qui ne sont pas suffisants bien évidemment pour faire une image de qualité. En gros, le verre il est pas translucide et les irrégularités de surface sont totalement incompatibles avec la fabrication d'une image. Donc là, juste un exemple pour vous montrer qu'on peut aussi ébaucher simplement en utilisant une petite pointe qui va se déplacer très rapidement. C'est l'usinage d'un verre de lunettes. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, de temps, puisque c'est contrôlé par des machines numériques, il faut 90 secondes pour fabriquer un verre de lunettes. Donc ensuite, à partir de l'ébauchage, on va affiner la texture et la finition en appliquant un processus dit de doucissage. C'est-à-dire qu'on va réduire la taille des abrasifs au moment de la fabrication de la surface. Et quand la surface est doucie, les surfaces deviennent translucides. Mais en revanche, les irrégularités ne sont toujours pas suffisantes pour pouvoir faire une image de qualité. Et donc, il va falloir atteindre le régime dit de polissage, où on va polir la pièce optique pour pouvoir atteindre une régularité de l'ordre de quelques nanomètres, voire moins, si on travaille à des longueurs d'onde qui sont courtes. Donc le polissage, ça va consister à, pareil, utiliser des polissoirs et des abrasifs très petits où on va polir. Donc il y a différentes techniques et ça dépend de la précision qui est employée. La plupart du temps, on utilise ce qu'on appelle des polissoirs qui sont habillés d'un textile, d'un feutre, d'un drap. On utilise cette terminologie pour pouvoir diminuer tout doucement la rugosité de la surface. Mais si on cherche à avoir des précisions encore plus importantes sur le poli, on va utiliser un polissoir qui est fait à base de pois. Alors la poix, c'est une résine d'arbre. Et donc ça, c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on obtient les meilleurs polis, état de surface, en polissant le verre sur un support qui est fait à base de résine d'arbre. Donc bien évidemment, entre la résine d'arbre et le verre, on va y adjoindre un peu d'eau et un peu d'abrasif. Et comme ça, l'opérateur ou la machine, si c'est une machine qui fait le polissage,
peut atteindre des rugosités, des défauts de forme qui sont parfois sous le nanomètre. Rappelez-vous, le nanomètre, c'est le diamètre, la taille du rayon de l'hélice de l'ADN. C'est quelque chose qui est très très petit et simplement cette opération de polissage sur la poix permet d'atteindre ces rugosités de surface et qui permet de faire des optiques de très très bonne qualité. Alors après, on peut y adjoindre d'autres technologies, on va bombarder avec des ions pour pouvoir aller encore plus loin dans le processus de fabrication de l'optique. Donc à partir de la fabrication de l'optique, ensuite il y a toute une procédure dite de métrologie, on va caractériser sa forme, sa finition. Donc je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais il faut juste retenir que savoir fabriquer, ça nécessite de savoir tester, que si on ne sait pas tester, on ne pourra jamais converger vers une optique qui soit de qualité. Lorsque les surfaces sont particulièrement bien polies, on appelle ça un super poli, c'est-à-dire lorsque la surface est parfaitement plane et quasiment vous imaginez qu'il n'y a pas un atome qui dépasse, si on met en regard deux surfaces parfaitement superpolies l'une en face de l'autre, et si elles sont planes, c'est-à-dire en gros si elles sont plutôt complémentaires, ben, il peut y avoir, on va dire que les atomes de la surface de gauche et les atomes de la surface de droite vont commencer à se voir. Parce que lorsque la surface est complètement régulière, il y a beaucoup de vide entre les deux ou d'air, et donc ils se voient statistiquement, ils ne se voient pas. Mais lorsque la surface est parfaitement plane et parfaitement polie, dès qu'on va mettre en regard deux surfaces superpolies, les atomes vont se regarder, il va commencer à avoir des liaisons entre ces deux surfaces-là, au point de vue atomique et moléculaire, et donc il va y avoir une sorte de ce qu'on appelle une adhérence moléculaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réussir à adhérer, et je peux vous assurer que ça adhère très très fortement, deux surfaces planes, et pouvoir faire des collages, on appelle ça des adhérences, sans colle. Et donc là, l'illustration d'un montage optique, qui en fait, on voit différents blocs. Alors ce montage optique est utilisé pour un miroir d'un spectromètre pour regarder, faire des études de chimie dans l'ultraviolet, et ces différents blocs ici ont été adhérés par la technique de l'adhérence moléculaire grâce à un superpolissage qui a été fait dans un atelier d'optique de précision. Je vais terminer maintenant cet exposé par, puisqu'il s'intitulait du travail du verre au télescope du futur, par deux projets futurs de télescopes, le télescope ELT pour Extremely Large Telescope, qui sera mis en service à partir de 2025, qui est un projet européen. Donc c'est un système à miroir. Donc là, les miroirs, la lumière ne passe pas à travers, mais l'ensemble des miroirs sont essentiellement fabriqués à base de matériaux de type verre ou de céramique équivalente. Donc ce télescope ELT, c'est un énorme télescope dont le diamètre fera 39 mètres et va être l'adjonction de 900 petits miroirs qui font 1,50 m, les uns à côté des autres, pour simuler cette énorme surface-là. Et donc tout le savoir-faire des entreprises, en particulier de l'entreprise Safran Reosc, pour le développement de l'ensemble des miroirs de la chaîne de ce télescope-là. Donc juste pour vous mettre un ordre d'idée sur lequel la capacité de fabriquer des surfaces optiques en verre de très grande dimension, là on voit ici les 4 miroirs. Alors il y a un miroir primaire qui fait 39 mètres, qui est la jonction des 900 segments, et ensuite il y a un miroir secondaire, un miroir tertiaire, un miroir quaternaire. Et l'ensemble de ces surfaces-là ont des diamètres de taille humaine. Et donc les capacités technologiques actuelles permettent d'engendrer des miroirs qui ont des diamètres de plusieurs mètres, avec des régularités de surface qui sont toujours de l'ordre du nanomètre, puisque là on veut obtenir des images de très 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 bonne qualité de l'espace profond. Alors j'en parle pas, mais il y a aussi des processus de ce qu'on appelle d'optique adaptative, où les miroirs bougent en temps réel pour compenser les fluctuations de l'atmosphère, qui ont tendance à détériorer les images. Un autre projet qui est aussi symptomatique, qui fournit des optiques encore plus grosses, c'est le futur télescope américain qui est le télescope Magellan. Et donc là, c'est 9 miroirs mis côte à côte pour simuler un énorme miroir de 25 mètres. Mais chaque miroir, ce n'est pas des petites dalles de 1,50 m, ce sont des dalles de 8 mètres de diamètre. Donc comment est-ce qu'on fabrique un miroir de 8 mètres de diamètre? Vous prenez une surface qui fait 8 mètres de diamètre et à l'intérieur, vous mettez 3500 blocs de verre qui sont à peu près cette taille-là. Vous chauffez tout ça à plus de 1000 degrés, donc vous avez 17 tonnes de verre qui sont fondus, et en chauffant, on tourne ce plateau-là pour pouvoir donner une surface plus ou moins régulière. Et ensuite, on va polir. Alors là, bien évidemment, on ne polit pas à la main,
On va polir avec des machines qui vont venir surfacer cette surface-là. Et donc dans le cas de ce projet-là, c'est ça qui est merveilleux, c'est que le polissage est de l'ordre de 20 nanomètres, doit atteindre une régularité de surface de l'ordre de 20 nanomètres après tout le processus de fabrication. Donc ils prendront bien évidemment plusieurs mois, et ça ils devront le répéter plusieurs fois, puisqu'il y a plusieurs miroirs qui vont constituer le miroir primaire de ce futur télescope. Donc je vais conclure cette présentation par cette image de un des miroirs de ce projet de télescope Magellan, qui fait 8 mètres de diamètre, où on voit en premier plan la machine qui va polir. On voit un opérateur au loin qui met de l'eau pour favoriser le processus de polissage. Alors bien évidemment, pareil, savoir fabriquer, c'est savoir tester. Donc il y a tous les instruments qui permettent de qualifier cette surface-là pour pouvoir faire des images de qualité de galaxies lointaines, de nébuleuses, d'exoplanètes, et j'en passe. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence autour de la formation des images. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la physique des images et la physique de la lumière. Merci.